something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour et bienvenue dans votre émission du spectacle vivant. Nous sommes à la 99e aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs. C'est chouette. Ouais. La semaine prochaine, nous serons heureux de souffler les bougies, alors symboliquement, avec vous tous. Pour la centième, oui. Allez, je sais qu'il aime les dates d'anniversaire, les dates tout court d'ailleurs. Bonjour Mathieu Arnal. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous et à toutes. Ça vous fait plaisir, hein, ce Oui. numéro 100 là. Ah là là, depuis le temps que je l'attends, 2 ans et demi. Elle aussi, elle n'en revient pas, elle a grandi sous nos yeux dans cette émission. On l'a vu, nous, grandir. Bonjour Anna Van Rijn. Bonjour, oui, ça va faire 2 ans. Ça a fait 2 ans cette semaine même. Ah bon, j'ai eu bon rappel. anniversaire alors, on va faire ça toutes les semaines, un anniversaire. Bonjour aussi à l'un de ceux qui, à la technique, nous accompagne chaque semaine. Sans lui, sans eux, évidemment, pas d'émission. Bonjour et merci, cher Rémi Souloumiac. Allez, il est temps de recevoir nos 2 invités, 2 membres d'un collectif qui en comporte 7, enfin au moins à la création, peut-être un peu plus si on prend la technique, etc. Les Bâtards Dorés, quel joli nom. Ils viennent nous présenter leur dernière création, 100 millions qui tombent, jouée actuellement au Théâtre de la Cité. Alors dans ce crew, comme on dit, ils sont tous metteurs en scène, comédiens, logistique, etc. Donc je vais me contenter de citer les noms. En commençant cette semaine par la jeune femme, vous savez, la semaine dernière, on avait été inélégants. Donc cette semaine, bonjour Lisa Ours. Bonjour. Et à ses côtés, un comédien qui vient de rejoindre la troupe, ça fait pas très longtemps, mais qu'on ne peut pas avoir manqué. Si on a vu la pièce, c'est pas possible. Ferdinand Niquet-Rioux, bonjour. Bonjour Bénédicte et Mathieu. Bonjour Ferdinand. Alors Lisa et Ferdinand, je vous annonce que vous comparaissez en audition libre. Audition libre, interview. Mathieu Arnal. Les Bâtards Dorés. Bon, alors c'est un nom qui sonne assez rock, assez punk forcément. Lisa Ours, pourquoi avoir choisi ce nom iconoclaste et pétardant lorsque vous avez fondu ce collectif avec Christophe Montenez, Romain Grard, Jules Sago et Manuel Savary? Et lui, qui n'était pas là au début, mais qui est maintenant... Lulu, Lucien Vallée. Oui, à la lumière et John Cassette au son. Alors, Bâtard Doré, il y a plusieurs explications possibles. Je m'en contenterai d'en donner une définition. Bien que, étrangement, en fait, nous-mêmes, la définition bouge au fur et à mesure de notre propre progression. C'est-à-dire, on n'explique plus les choses pareilles. Ouais. Je vous avais posé la question pour le Brigadier, parce qu'on a fait un portrait il n'y a pas longtemps, on va voir si ça a évolué depuis. Non, mais je vais me contenter de rester sur la ligne. Mais en fait, Bâtard... dans la mesure où on tente de faire un théâtre qui tente d'échapper à une forme de définition spécifique ou à une forme d'explication, et donc du coup qui mélange les genres, les esthétiques et s'amuse des codes. En ce sens, on est bâtard dans le sens hybride. C'est aussi, le bâtard, c'est celui qui a un enfant qui est né hors mariage, et donc du coup qui échappe un peu à la norme, à la règle. Et doré dans le sens où quand même l'air de rien on est issu de la classe moyenne, petite bourgeoisie quoi, et qu'on a eu des enfances plus ou moins heureuses, et que on vient d'école nationale, etc. Donc on a un parcours finalement assez classique, et donc voilà, doré dans ce sens là quoi. Vous n'êtes pas ingrat quoi. Oui voilà, c'est ça. Mais attention, les histoires d'amour finissent mal en général, donc Alors, vous, Ferdinand Niquet-Rioux, on salue votre papa, Hervé Niquet. Alors, Mathieu. Si vous le saluez, précisez qui il était pour nos auditeurs. Sinon, je révèle en direct que ce n'est pas mon vrai père, je suis un bâtard. Doré. Pardon, pour papa. Le coup. Alors, redites qui était Hervé Niquet, chef d'orchestre, n'est-ce pas Alors, Ferdinand, qui avait rejoint cette aventure en cours de route, comment donc vous êtes fondu dans le groupe? Moi, je suis pas du tout comédien à l'origine, j'ai pas fait de formation de théâtre. Je fais les Beaux-Arts et les Arts Déco à Paris. Et c'est par Lucien Vallée, qui faisait l'éclairage d'une autre pièce dans laquelle je jouais, le Palace de Rémy, de la compagnie Leica. D'accord. Big up à la compagnie. Que j'ai passé au Rémy. Et au Rémy, pas que Souloumiac. qui est une plante.
Et il m'a fait passer une audition en juillet dernier face à Jules et Manuel. Et c'est comme ça que j'ai intégré le projet pour le rôle d'Isidore Raclure. Oui, on va y revenir. Hein. C'est quand même un rôle assez marquant. Quel faut le joli dire. nom là aussi. Je porte bien. Donc, et comment ça se passe donc puisque vous vous avez intégré le groupe il y a quelques semaines, voire quelques mois. Ouais, ça fait 6 mois maintenant, 6 depuis mois même. août dernier. Bah, ça se passe très bien. Enfin, oui. Heureux d'être un Relativement. bâtard. Oui, très très content. Alors, après Prince, d'après L'idiot de Dostoïevski en 2014 et Méduse, inspiré du célèbre tableau de Géricault en 2016, vous vous êtes orienté donc vers l'œuvre de Georges Feydeau. Alors, qu'est-ce qui vous a plu en lui, chez Feydeau? Pourquoi Feydeau? C'est quoi? C'est le côté l'hystérie quelque peu surréaliste qui comme ça, vous emmenez vers un petit peu les champs du chaos, de la déconstruction et de la reconstruction. Vous qui aimez être dans la veine hybride. Ben, très clairement, c'est un des premiers choix. Ce que vous décrivez là, le fait que c'est des personnages qui tournent en rond, qui n'ont aucune profondeur, qui sont que des surfaces et qui du coup ont des rythmes et des rapidités, des compressions. En fait, c'est vraiment comme des atomes qui se télescopent. Ça nous intéressait beaucoup pour ce qu'on voulait décrire, à savoir quelque chose qui tourne sur soi-même et qui va s'accélérant et en allant s'accélérant, crée, en tout cas, ouvre un autre espace. Mais comme quelque chose de proprement physique, hein, encore une fois. Donc c'est ce qu'on a tenté de faire et de parler donc de cette chose qui boucle sur elle-même et de faire des variations sur thème avec des thématiques qui reviennent dans Feydeau. L'argent, le sexe, le pouvoir. Et voilà. Et du coup, qui sont des thématiques qu'on peut retrouver aussi depuis la nuit des temps. Et ça nous intéressait. Et donc, du coup, dans ce qu'on appelle le partie moyenâgeuse, où en fait, on reboucle des scènes du Feydeau, c'est pour aussi raconter ça, quoi. Oui, il faut peut-être expliquer qu'il y a 2 grandes parties quand même. Il y a 2 grandes parties. Enfin, donc, pièce. votre dernière proposition, 100 millions qui tombent, donc, qui se joue encore ce soir et demain soir au Théâtre de la Cité à 20h. Et donc, une adaptation d'une pièce inachevée de Georges Feydeau. Donc, d'abord, rappelez-nous l'argument de cette pièce, en tout cas de cette première partie, donc de cette pièce inachevée. Lisa ou même Ferdinand. Allez. Tout commence dans le salon bourgeois d'une charmante cocotte, Paulette de Certival, incarnée par Lisa. Et on voit 2 domestiques, dont Isidore Raclure, assez rudoyé par sa maîtresse, dont il est follement... Isidore, c'est vous. Hein. C'est moi, voilà. Dont il est follement amoureux. Et la pièce commence quand on s'aperçoit que Paulette a trompé son mari, enfin son homme... L'homme qui l'entretient, en fait. Son régulier, comme on disait à l'époque. Voilà. Serge de Vieux-Ville, avec un... Alias Romain Grard. Voilà, Romain Grard, avec un infime cabot du théâtre Sarah Bernard campé par un Manuel. Et du coup, voilà, la pièce commence comme ça, jusqu'à l'apogée, le climax dramaturgique, où l'acmé, après qu'on ait appris que Serge de Vieux-Ville soit ruiné et que Paulette doit trouver d'autres moyens de s'entretenir, on apprend que Isidore Raclure hérite miraculeusement d'une somme colossale pour l'époque de 100 millions. Voilà, c'est ces fameux 100 millions qui tombent. Donc. Voilà, c'est ça. Ça commence pas tout à fait dans le salon. Il y a quand même une sorte de préambule, mais on va rien dire aux auditeurs et aux auditrices. Voilà, on va pas déflorer non plus toutes les surprises de la pièce. Parlons justement donc de votre processus de création. Au-delà du texte de Feydeau, il y a évidemment de multiples apports et références. Alors je pense notamment à un film, Il est difficile d'être un dieu, du réalisateur russe Alexei German. Comment vous avez tout ça imbriqué, toutes ces références et tous ces apports et peut-être aussi un mot sur ce film. En fait, ce qui nous intéressait là, dans le film de German, c'est en fait une planète qui n'a pas vécu la Renaissance, les Lumières, en fait. Donc c'est des explorateurs qui viennent et c'est un temps qui est figé. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est le rapport à la caméra, c'est-à-dire que en fait, c'est comme si c'était des explorateurs donc qui viennent sur une planète et les personnages sont là, mais ils prennent aussi en compte le regard qui les regarde, à savoir l'œil de la caméra, mais c'est comme si ça faisait partie de l'environnement. Donc ça, c'est une qualité qui nous plaisait même dans le jeu, c'est-à-dire que c'est un temps qui est à l'arrêt, figé, et un espèce de hors-temps. C'est pour ça, en fait, on l'appelle un peu improprement le Moyen-Âge, parce qu'en fait, c'est comme un endroit où, pour la première fois, ils découvrent ce qu'ils font,
je sais pas comment dire, c'est un espèce de temps originel en réalité. Ça nous plaisait, où il y a aussi une espèce de naissance du religieux que je trouve assez intéressante. Là où les autres dans le 19e sont déjà en fait dans des boucles et dans des processus très lissés et très normés en fait, et ils ont intégré la violence en fait. Donc du coup on fait une espèce de retour vers le futur un peu avec ce... Mais j'ai perdu le sens de votre question. Ah oui, comment on a fait des adjonctions. Bah, en fait ça se fait un peu de façon... Parce que tout se fait, évidemment vous êtes un collectif, donc tout se fait collectivement. Hein, voilà, Ouais, mais du coup, ça, en fait, c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui se fait par agrégat, par compilation, par réduction, compression, etc. Donc, on travaille beaucoup. C'est beaucoup au jour le jour, en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que le processus est en perpétuel mouvement. Il y a rarement un plan d'attaque qui est plaqué, qui s'applique et qui tient. Ça c'est sûr. Donc les références que vous dites, etc., elles bougent aussi, elles changent de nature au fur et à mesure de la progression du travail. Donc il est difficile d'être un dieu, c'était vraiment à l'origine, mais après ça s'est transformé, remodelé, déformé. Oui, il ne faut pas chercher forcément les plans du film. Non, aucunement. Aucunement. C'est plutôt sur la teinte, justement, c'est le fait qu'il y ait plusieurs choses qui se passent en même temps, qu'il n'y ait pas du tout de réalisme, qu'il y ait plusieurs tableaux à la fois, on peut basculer d'une chose à l'autre, encore une fois sans psychologie ou sans... Il ne faut pas chercher de rationalité au sens premier du mot, en fait. La scénographie est évidemment extrêmement importante, avec ce grand décor de vaudeville d'apparence solide en avant-scène. Qui devient un peu une sorte de plateforme d'observation du fonctionnement machinal des personnages à l'instar d'un vivarium. Donc là aussi, comment vous avez, alors vous l'avez dit peut-être au jour le jour, façonné cette scénographie. Monsieur Nick et Fils. Enfin, c'est Lucien qui signe la scénographie. On l'a réfléchi ensemble collectivement assez en amont quand même. Il y avait quand même l'idée de partir effectivement d'un salon bourgeois qui serait amené à changer de nature, à évoluer, à se détruire, à s'ouvrir vers un ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui formellement était là dès le départ. En fait, ce qui nous plaisait, c'est le côté extrêmement lisse, le côté boîte, le côté théâtre privé, en fait. Oui. Parce que, très réussi. Ouais, on questionne la notion de divertissement aussi. Et du coup, il y a l'idée du faux contrat, un peu. Il manque une patère dans votre décor, hein. On n'en dira pas plus. Mais ce qui nous intéressait, c'était quand même d'aller vers un ailleurs avec les mêmes éléments du départ. Par exemple, le Moyen-Âge, on ne va jamais apporter quasiment d'éléments extérieurs au salon bourgeois. On utilise ces éléments-là pour raconter autre chose. Mais vous amusez de ces codes aussi du théâtre, c'est-à-dire que même dans la partie plus contemporaine, on va dire, enfin, il y a aussi des jeux de vidéo qui ne sont pas forcément destinés à avoir plus de sens que ça, j'imagine. Si, pour nous, ça en a, mais après... Moi, j'ai vu une forme aussi de dérision de votre part, aussi bien dans la deuxième partie, quelque part, que dans la première, vis-à-vis d'un théâtre qui peut devenir même conventionnel, même quand il s'agit du théâtre contemporain, puisque tout passe assez vite. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse là dans ce qu'on fait, c'est comment, en fait, les objets, les signes changent, alors que c'est les mêmes, mais selon l'endroit où ils sont placés, ils n'ont pas la même signification. Et c'est ce qu'on fait avec les objets de la scéno, mais c'est aussi ce qu'on fait avec les scènes qui bouclent. Ça veut dire que l'agencement des signes, il y a une modification, un remodèlement, en fait, un peu comme chez Lynch. Bien sûr. En fait, c'est moi, ce qui me plaît là dans le Feydeau qu'on tente de faire, c'est comment il y a des indices, en fait. Et selon leur endroit, ils n'ont pas le même... ils sont pas porteurs de la même chose. Ça m'intéresse. C'est malin, Lynch, parce qu'en fait, il faut venir voir votre pièce au moins 15 fois pour à chaque fois. Ouais. Un argument commercial. Oui, on le dit dans la seconde partie, il y a notamment un drone et une tiare équipée d'une caméra. Voilà, donc, qui s'occupe effectivement de retranscrire ces nouveaux points de vue. En tout cas. Un drone ? Non, il n'y a pas de drone. Il n'y a pas de drone ? Non, il n'y a pas. Il a été question qu'on ait un drone à un moment donné. Pardon. Mais non. Mais pareil, la cam... Il y a une caméra, qui lance... Mais je n'ai pas vu de drone non plus. Oui, d'en haut. Oui, mais ce n'est pas un drone. Il y a un gros sapin de Noël à un moment, mais... Alors ça, c'est une autre pièce. Ah oui. C'est pas la vôtre. Je suis très demandé.
Mathieu, vous aviez bu peut-être. Bon. Oui, au Théâtre de la Cité, on boit beaucoup. Après, en général. Également l'utilisation de la verticalité de l'espace, donc justement sur l'espace. Donc il y a également, qui dit scénographie, dit travail d'espace. Donc là aussi, comment vous avez embrassé cet espace-là, le plateau. Je comprends pas bien votre question. Bon, je reviendrai pas pour la 100e. Non, Avec le drone, comment vous avez embrassé? Bon, c'est pas grave. À la semaine prochaine. Merci Mathieu. Il faut rementir là quand même. Ah oui, alors là, je suis un petit... Non, mais dites-moi, la verticalité, avec le lustre, vous voulez dire? Mais l'ensemble, en fait, de l'espace, du plateau. Bon, mais là, j'ai raté mon effet. Que vous trouvez vertical. C'est pas grave. Ça rejoint la question précédente sur la scénographie. Ouais. Oui, justement. Oui. Merci. Merci Ferdinand. Je te laisse me répondre. Ah oui, c'est vrai. Bon, sinon on parle des comédiens. Évidemment. Il va nous dire un mot sur leurs camarades, un mot sur collectif. chacun. Je crois que ça sera mieux. Christophe Montenez, qui joue pas. Hein. Qui n'est pas là, oui. Qui n'est pas là. Romain Grard, donc, qui joue votre régulier, n'est-ce pas? Manuel Sévery et Jules Sago. Un mot sur chacun. Waouh. Sur mes camarades. Allez, un adjectif sur chacun, voilà, comme ça. C'est extraordinaire. Jules, je dirais c'est du velours. Romain, c'est du taffetas un peu rosé. Lisa, c'est... Il faut vraiment le faire jusqu'au bout. Lisa, c'est de la laine d'Écosse un peu mousseuse. Manu, c'est du gravier. Du gravier. Ah. Oui, je suis pas obligé de m'expliquer. Hein. Et moi, Lisa, ça serait mieux pour ça. De la dentelle. Ah oui. Ouais. Oh, merci. Bien. Bon, alors je sais pas. Chères auditrices, chers auditeurs, vous faites ce que vous voulez. Bon, il y a une pièce qui s'appelle 100 millions qui tombent. Ça se joue encore ce soir et demain soir à 20h au Théâtre de la Cité. Mais bon, il y a aussi d'autres spectacles un petit peu partout à Toulouse, donc je plaisante. Non, c'est quand même l'actualité. Non, c'est... Évidemment, allez-y. Donc pour ces 2 dernières dates, plus sérieusement, ce soir et demain soir à 20h au Théâtre de la Cité, au Cube, hein, donc la petite salle du Théâtre de la Cité. On poursuit l'émission. Merci quand même. Chère Lisa et Ferdinand, merci. On poursuit l'émission avec la critique de la semaine de Bénédicte. Audition libre. La critique, Bénédicte Soula. Oui, cher Bénédicte Soula, vous étiez au Théâtre du Pavé. Théâtre connaît bien Lucien Vallée et Romain Grard d'ailleurs. Pour la dernière pièce mise en scène par le professeur Francis Azéma, Elvire Jouvet 40. Exactement. Alors Anna nous en avait touché 2 mots la semaine dernière, vous vous souvenez, dans son agenda. Elvire Jouvet 1940 est une pièce imaginée par Brigitte Jacques pour le Théâtre national de Strasbourg, à partir des notes prises par Charlotte Delbos des cours de Louis Jouvet. Alors précision, Charlotte Delbos, c'est une écrivaine qui a été engagée dans la résistance intérieure, qui a connu la déportation et qui a été un temps la secrétaire de Jouvet. Alors donc la pièce est une succession de 7 leçons données de février à juin 1940 à une élève du conservatoire. L'objet de ces leçons, la scène 6 de l'acte 4 de Don Juan, ça vous dit quelque chose, Lisa? Oui, je vois. L'entrée de Don Elvire. Ouais. Vous savez, ne soyez pas surpris, Don Juan, de me voir à cette heure dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. En gros, c'est ça. Alors, la jeune fille, apparemment, ne prend pas le rôle comme il le faut. In medias res, la pièce donne sur l'accablement du maître, la tête dans les mains. Jouvet va donc offrir une leçon d'art dramatique à cette jeune fille, mais aussi à 2 autres garçons, témoins de tout cela, puisque l'un joue Don Juan et l'autre Sganarelle, et enfin à nous, spectateurs, spectatrices, conviés dans l'intimité de cette salle de cours. Alors, intimité, le mot est lâché. Je dois dire que la petite gang où le public est convié en primauté est admirable. Le public n'est plus un public, il est dans la salle de cours, comme si lui aussi attendait son tour pour passer sous les fourches codines du maître de théâtre, complètement en empathie. Louis Jouvet himself. Voilà, complètement en empathie avec cette toute jeune fille qui se désespère de sentir le rôle.
tellement en empathie qu'à plusieurs reprises, moi, j'ai eu envie d'intervenir. Enfin, je sais pas, vous l'avez vu aussi, Mathieu. Je l'ai vu hier soir. J'avais envie de crier, mais arrêtez donc, le sacro-saint sentiment qui doit présider à toute parole, à tout geste, ne se décrète pas. Laissez-lui au moins le temps de le chercher. Enfin, vraiment, il était dur un peu ce Jouvet. Hein. Bon, il faut dire... mais je l'ai trouvé quand même assez humain. Alors, enfin, on débattra, mais apparemment, il était plus dur que ce qu'il transparaît dans la pièce, puisque effectivement la metteuse en scène originelle a choisi des passages, on va dire, peut-être un peu plus à son avantage. Alors, il faut dire que plusieurs choses amènent à cet état rare où le théâtre n'est plus théâtre, mais presque une expérience de vie que l'on partage avec quelques personnes privilégiées, à commencer par le fait que nous ayons été conduits en silence à travers les couloirs habituellement destinés aux artistes. Alors, vous l'aviez fait aussi avec Prince, hein, les bâtards dorés. Donc là, on est passé aussi dans les couloirs et on est arrivé à un dispositif bifrontal à petite jauge installé sur le plateau, au centre, mais alors à portée de main du premier rang, hein, la table de Jouvet, ses livres, sa petite lampe de bureau, et face à lui, donc lui qui nous est de profil, une estrade où les 3 élèves répètent. Enfin, la dernière chose qui crée ce miracle de confusion entre théâtre et réalité, c'est que jamais autant Francis Azéma n'aura été le rôle qu'il joue. C'est ce que vous vouliez dire, j'imagine, avec votre réflexion, Mathieu. Les comédiens eux-mêmes semblent être médusés, ne sachant plus s'ils obéissent aux injonctions du rôle ou aux directives de leur professeur du conservatoire. Évidemment, les 2 professeurs partagent une vision presque jumelle du jeu. Évidemment, ils traquent le chiquet, tentent de faire surgir de leurs élèves la sincérité du sentiment, de les mettre dans l'état de disponibilité qui les conduira aux différentes phases de jeu telles que Jouvet les a développées dans Propos sur le comédien. Alors, très très rapidement, hein, il y a, peut-être que vous les connaissez, Lisa et Ferdinand, il y a la phase de vocation qui trouble la personnalité et l'existence du comédien. Il y a celle de la désillusion, lorsque le comédien commence à se rendre compte que la possession du personnage est illusoire. Il y a celle de la simulation, c'est-à-dire celle de la convention théâtrale et des contraintes. La vérité du théâtre n'est pas une vérité réelle, hein, le spectateur et l'acteur le savent tous les deux. Mais là, dans cette pièce, c'est à la dernière phase que Jouvet voudrait amener Claudia, phase qui est rarement atteinte, c'est celle de la phase intuitive, celle où la sensibilité du comédien s'égale au sentiment. Une dernière marche qui est très difficile à gravir, on souffre par conséquent avec la jeune fille dans ses tentatives égrenées au rythme des mois, des dates où ont lieu les leçons. Alors telle Sisyphe qui remonte inlassablement son caillou sur sa montagne, elle fait et refait son entrée, remâche les mêmes mots. Voilà, et en même temps, on comprend aussi l'exigence de Jouvet et sa frustration sacrifiée à sa passion pour le théâtre qui ne doit pas tricher, car, explique-t-il à un moment donné, l'auditeur ressent tout ce que ressent le comédien. Voilà, alors comédien qu'il différencie de l'acteur. Vous savez la différence de l'acteur et du comédien selon Jouvet? Ça vous dit non, quelque chose? Oui, Ferdinand fait... Oui, bon, alors je vais vous le dire, si vous préférez le garder. Je vais vous le dire, comme dirait l'autre. L'acteur habite un personnage, tandis que le comédien est habité par lui. Vous pourrez le ressortir aux prochaines émissions de radio. Bref, cette mise en abîme... C'est une définition très personnelle, ça. C'est celle de Jouvet. Oui, voilà. Ouais. Oui, c'est pas la vôtre. Non, ouais. Non, mais je voulais dire, c'est lui qui dit ça. Bref, cette mise en abîme de la leçon de théâtre... Vous l'avez bien abîmé, là. Non, c'est un bon acteur. Il a eu son petit succès. Ancien bègue. Bref, cette mise en abîme de la leçon de théâtre dans le théâtre a le mérite de rappeler, parfois avec drôlerie, parfois avec sévérité, la difficulté, c'est pas vous qui allez me contredire tous les deux, de l'art dramatique. On l'oublie parfois, on a l'impression que c'est simple, mais pas du tout. Et de le faire aimer davantage encore si c'est possible. Un mot enfin sur le jeu des uns et des autres, puisque c'est le sujet même de la pièce, et on parle que de ça depuis le début. Francis Azéma est impeccable, mais vous l'avez compris, il ne joue presque pas au professeur. Quant aux 3 jeunes gens dont la somme de l'âge doit être égale à peu près à celui du maître, il semble bien mettre à profit les leçons de Jouvet et de Francis Azéma. Alors surtout Clarisse Douchet, qui joue Claudia et qui doit bien jouer le fait de mal jouer. Vous me suivez, c'est pas simple. Tout cela bien travaillé donne un petit bijou, d'autant plus beau qu'il est discret, loin des grandes formes spectaculaires, mais qui, moi en tout cas, a su m'émouvoir. Alors, il y a par ailleurs un twist final, comme on dit au cinéma maintenant,
qui offre une conclusion aussi bouleversante qu'éclairante à la pièce. Mais ça, je vais vous laisser le découvrir au Théâtre du Pavé, c'est jusqu'au 8 février. Voilà. À 20h30. À 20h30, merci. 34 rue Maran. Bravo. Effectivement, maintenant vous êtes très chiffres et très date. Et très adresse. Allez, pour terminer cette émission, les autres suggestions de sortie avec l'agenda d'Anna. Alors cette semaine, on va commencer fort avec la dispute au Théâtre Garonne, un spectacle un peu particulier d'ailleurs, parce que les comédiens sont presque que des enfants et il y a seulement un adulte sur scène. Alors ça, bien sûr, ça a été bien réfléchi en amont par le réalisateur, Mohamed El Khatib, parce qu'il voulait en fait pour cette pièce partir dans des classes de primaire et voir quelles sont réellement les préoccupations d'un enfant de 8 ans. Et après beaucoup d'échanges avec eux, il s'est rendu compte qu'en fait la majorité des petits parlaient le plus souvent du divorce de leurs parents, de cette garde alternée, de la nouvelle copine de papa, etc. Et il va donc donner la parole à ces enfants et tout le long de la pièce, ils vont s'adresser à leurs parents ou aux parents en général avec des questions, alors parfois osées, parfois drôles et parfois assez bouleversantes quand même. Donc une représentation assez originale pour le coup, mais attention, si vous voulez la voir à tout prix, elle n'est jouée qu'à 2 reprises, c'est rare, c'est demain vendredi ainsi que samedi au Théâtre Garonne à 20h. Donc on continue avec la reprise d'Infini B au Théâtre du Pont-Neuf. On se souvient, ça avait déjà été joué en octobre dernier à la Cave Poésie. Et là, petite pensée pour ceux qui l'ont manqué, il revient sur 3 dates. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit d'une représentation hommage conçue par Laurent Pérez et interprétée par ce dernier, accompagné au piano de Philippe Gelda. Et en fait, tous les deux, ils vont mélanger les poèmes du grand Baudelaire avec des mélodies pour un spectacle parfois assez tendre, mais aussi assez cruel. Infini B, donc B pour Baudelaire. Voilà, exactement. Donc si vous ne voulez absolument pas le rater, encore une fois, c'est joué ce soir, demain et samedi au Théâtre du Pont-Neuf à 20h30. Et je termine à l'espace Roguet avec un spectacle qu'on a déjà parlé, c'est Ay Carmela de la compagnie des Bruits des Gens, qui est organisé dans le cadre du Festival des compagnies fédérées, porté par le TPN. Il s'agit bien sûr du fameux texte de José Sanchis Sinisterra, avec une mise en scène signée Olivier Janel et interprétée par... Je vous laisse deviner, lui-même. Cécile Carle, Olivier Janel et Denis Ré. Alors pour la petite... Non, il n'y a pas Denis Ré, justement. Ah bon ? Non. Ah bon, je pensais. C'est pas grave. Autant pour moi. Non, en fait, il devait jouer le rôle et il a été remplacé par Olivier puisqu'il a eu un petit accident. Denis, mais ça va mieux maintenant. D'accord. Oui. On pense à lui alors. On le salue. Alors pour la petite histoire, on est en plein dans la guerre civile espagnole. On rencontre Paolino et Carmela, un couple d'artistes populaires à la recherche de petits contrats pour pouvoir vivre. Et un jour, ils se font arrêter par les fameux franquistes et sont réquisitionnés pour jouer la comédie, mais devant un public assez particulier. C'est rempli de fascistes victorieux. Donc un spectacle qui retrace une partie de l'histoire espagnole à retrouver, attention, qu'à une seule reprise. C'est seulement ce dimanche à l'Espace Roguet à 16h. Eh bien merci, voilà, je crois que vous avez toutes les informations pour aller au théâtre. Et puis donc l'actualité, 100 millions qui tombent au Théâtre de la Cité, c'est jusqu'à 31. Jusqu'au 31. Oui. Très bien. Jusqu'à demain. C'est jusqu'à demain. Parfait. Alors Courrézy, merci, à la semaine prochaine. Ciao, Bye bye. ciao.